voici en présence de Céline Basset. Alors on était en train de faire une interview pour un prochain article et on s'est dit qu'on allait improviser cette vidéo pour vous en ce 11 novembre. Céline, tu es maraîchère, permacultrice, tu as fondé l'entreprise agricole Blue Soil, tu es présidente de l'association Archimède pour la diffusion des savoirs et des savoir-faire en matière de résilience alimentaire. Et pourrais-tu nous expliquer selon toi quelles vont être les zones d'insécurité à venir et comment les traverser collectivement au mieux? Ouais, alors les zones d'insécurité, elles se situent déjà, elles sont sur plusieurs niveaux. Donc d'abord, il y a la zone d'insécurité alimentaire qui va engendrer la zone d'insécurité civile dont parlent Alexandre Boisson et Stéphane Linou. Et en fait, ces zones d'insécurité, eh bien, elles sont fondées sur différents types de problèmes et qui fait que quand on les réunit tous ensemble, ça fait beaucoup de facteurs qu'il va falloir intégrer pour pouvoir proposer des réponses qui sont déjà en cours, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont déjà commencer du travail à travailler sur la résilience alimentaire. Donc d'abord, on a ici la courbe de production alimentaire. Cette courbe de production alimentaire, elle est vouée à être perturbée pour plusieurs raisons. Des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement logistique. Qu'est-ce qui se passe si les routiers disent « Ah non, mais moi j'en ai ras-le-bol, je vais me confiner aussi ». Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug informatique? Dixit Alexandre Boisson. Qu'est-ce qui se passe si les imports et les exports ne peuvent plus être acheminés par avion, ce qui est le cas en ce moment? Par exemple, les entreprises pharmaceutiques ont des problèmes à trouver certaines substances nécessaires pour faire leurs médicaments. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui font qu'on n'arrive plus à acheminer tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Parce qu'en fait, on a zéro résilience alimentaire. On est dans un contexte de vulnérabilité territoriale, nationale, parce qu'on ne produit plus rien aujourd'hui. Quand on dit qu'il n'y a pas de résilience alimentaire, c'est-à-dire en fait, on est complètement dépendant de pays plus ou moins lointains pour manger. Ben ouais, en fait, on est dépendant des chaînes logistiques. On exporte notre foin, on importe de la viande. Je veux dire, tout est à l'envers. En fait, tout l'ensemble du cycle naturel a été rompu pour. Pourquoi? C'est-à-dire que le vivant, il a été saucissonné, mis en silo, et à chaque saucisse, on a fait un péage, quoi. Donc là, c'est un problème et il s'exprime d'ailleurs justement sur la chaîne, en fait, enfin sur la courbe de nos écosystèmes, de l'état de santé de nos écosystèmes. Donc parce qu'on a tout saucissonné, qu'on a mis des silos, qu'on a une pensée donc en silo qui met des péages à chaque étape, que représente notre production alimentaire, on se rend vulnérable, puisqu'on n'est plus du tout capable on ne sait même plus d'où vient ce qu'il y a dans notre assiette, quoi. Je veux dire, les gens, est-ce que vous savez d'où vient votre salade? Est-ce que vous savez en général d'où vient la farine? Enfin, je veux dire, les gens, on est tellement, comme dit Stéphane Linou, dans des énergies faciles, l'énergie fossile, comme il dit. Eh bien, aujourd'hui, on n'a aucune conscience d'où vient notre production alimentaire. Elle est donc indexée sur le pétrole, elle est indexée sur les transports logistiques, elle est indexée sur les intrants, puisqu'aujourd'hui on nourrit donc les plantes plutôt que les sols. Monsieur Bourguignon l'explique très très bien, Conrad Schreiber aussi, Hélène Ingham pareil. Donc aujourd'hui on est dans un système productif agricole qui a non seulement généré un écocide des sols. Je veux dire, le sol, c'est comme ton microbiote intestinal. En fait, on marche sur une sorte d'intestin géant qui possède un microbiote, le microbiote du sol. Et sans ces micro-organismes, eh bien, il ne peut pas vraiment très bien digérer ce qu'on lui donne à manger. Donc, en permaculture, en agroécologie, on a compris qu'il fallait nourrir le sol et c'est impératif. Donc ça, M. Bourguignon, on le dit depuis des dizaines d'années, et on est de plus en plus nombreux à le dire dans le monde entier, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, par exemple, c'est-à-dire la régénération, donc ici la courbe verte, c'est le temps que met l'écosystème à se régénérer, qui est basé en général sur le modèle de la succession écologique, c'est-à-dire la succession écologique, c'est le développement des écosystèmes qui est organisé en stades, en succession de stades. Donc par exemple, un sol, quand on part du caillou pour aller à une forêt, ça peut mettre 100 ans. Quand on part du caillou pour arriver au potager idéal, donc on est vraiment dans de la régénération des sols, on n'est pas dans du hors-sol, c'est-à-dire on n'est pas dans de la butte qui est fabriquée au-dessus du sol ou dans un système hors-sol en eau, on est vraiment dans le dur du sol. Eh bien, ça va de 3 ans à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. Donc si vous faites attention à toutes les vidéos qu'il y a sur la permaculture, l'agroécologie, vous allez souvent entendre ce temps, ce grand délai de régénération des processus. Or, aujourd'hui, on est vers l'acheminement d'un effondrement qui, à mon avis, proche,
qui ne veut pas dire que c'est la fin d'un système, peut-être d'un système de production, peut-être d'un système de pensée, peut-être d'un système tout court, mais ça veut dire que c'est aussi la naissance d'un autre système qui peut être basé, comme le dit Isabelle Delannoy, sur une économie symbiotique appuyée par l'agriculture régénérative dans lequel beaucoup de personnes rentrent, dont moi et d'autres permaculteurs et d'autres personnes spécialistes. En gros, les sols, si on doit résumer en 3 mots, les sols sont abîmés, les sols ne sont plus nourris. Et même quelqu'un qui voudrait se mettre à faire son potager, s'il se met à le faire dans une terre qui est complètement appauvrie, à bout de souffle, ça ne va pas pousser assez vite par rapport aux besoins alimentaires qu'on va avoir dans les années à venir. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème d'équation. On est 67 millions de Français. On a des surfaces agricoles qui sont effondrées, qui sont en burn-out. Alors, on peut faire des petits potagers à des petites échelles. Il y a des gens qui arrivent à être résilients avec 15 mètres carrés. C'est très bien. Mais est-ce que c'est duplicable à grande échelle ? Oui et non. Et pour que ça soit duplicable, il faut de la collaboration, un tissu social qui devient collaboratif, qui n'est plus dans la compétitivité. Il faut vraiment transmuter l'ancien système en une manière de fonctionner qui est basée sur la symbiose humaine en fait et la biodiversité humaine, comme dans la nature. Je veux dire, la Terre est un organisme vivant, nous sommes un organisme vivant, nous faisons partie de cette nature et donc on doit apprendre à fonctionner avec son fonctionnement. Donc dans la nature, il n'y a pas que de la compétition. Il y a bien souvent de la collaboration. Vous prenez le système des arbres et des mycorhizes avec tous les systèmes fongiques, eh bien, ils travaillent ensemble. Eh bien, on doit, sous ce même modèle que le mycélium, on doit, nous humains, pour pallier ces zones d'insécurité alimentaire et civile, on doit, à un moment, donc qui est représenté ici, s'allier, collaborer. Et en combinant différentes méthodologies, donc aquaponie régénérative, les méthodes de François Rouillet, les méthodes de Konrad Schreiber, enfin, je veux dire, l'ensemble des méthodologies sont hyper importantes pour pallier ces zones d'insécurité. Après, il y a la zone d'insécurité qui est comment, voilà, en 2025, ici, on va avoir pas mal d'agriculteurs qui partent à la retraite. Donc des terres disponibles. Alors bien souvent, les enfants ne veulent pas reprendre les terres parce que le métier d'agriculteur ou de maraîcher ou de permaculteur, enfin je veux dire, c'est un engagement. Tu vois, tu regardes mes mains, elles sont usées quoi. Et je veux dire, c'est un réel engagement, c'est être au service d'eux, c'est chronophage, on n'a pas de vacances, on n'a pas d'apéro. Je veux dire, c'est engageant. Et tout le monde ne veut peut-être pas ou ne se représente pas encore vraiment l'idée que la permaculture ou l'agroécologie, c'est un engagement de tous les jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Moi, aujourd'hui, si je suis ici avec Nexus, c'est parce qu'il y a un mec qui s'appelle Fabien qui veut bien accepter de garder la ferme. Donc ça, c'est important de le dire. Donc les agriculteurs partent en 2025. Ils s'en vont avec leur savoir, même si c'était de l'agriculture conventionnelle. Sans compter ceux qui se suicident, une pensée pour les agriculteurs qui n'arrivent plus à survivre, qu'on oublie, qui sont dans l'ombre et qui meurent dans le silence. Et ça, c'est vraiment insupportable. Ça, c'est un fléau qui se retrouve dans la Drôme, qui se retrouve partout à l'échelle nationale et internationale. Donc, on a une disparition, comme le disait Maxime de Rostelan, en 2025, on n'a plus d'agriculteurs. La relève, elle n'est pas nécessairement assurée. Et les courageux, les néo-paysans, les mecs qui veulent se lancer dedans, et les nanas aussi, parce qu'il n'y a pas que des mecs, eh bien, il y a tout un savoir à uploader, à updater. D'accord ? Il y a des nouvelles. On ne veut pas faire perdurer l'ancienne méthodologie de l'agriculture, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre et répondre à un certain besoins économiques, donc multiplier des lignes de production de manière à pouvoir multiplier les sources de revenus. Eh bien, on a donc cette courbe d'apprentissage des nouveaux savoir-faire qui va mettre des années. Donc en fait, ici, là, de 2020, je pense, jusqu'à 2025-2030, on va être dans une zone de pataugeage énorme où on va avoir des innovations, plein de personnes qui font des efforts, mais il s'agit vraiment de se mettre en lien et de collaborer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire collaborer ensemble les acteurs de la résilience alimentaire, les acteurs de la résilience territoriale aussi. Stéphanie nous en parle très bien, parce que l'idée, c'est de partir du microbiote intestinal, d'accord pour aller au microbiote du sol, et comme le dit Stéphanie nous, pour ensuite aller au microbiote territorial, parce qu'un territoire devient résilient quand on change sa géographie, sa manière de fonctionner sur le périmètre géographique. Donc on a vraiment plusieurs zones d'insécurité, et face à ça, on a le changement climatique et on a l'effondrement des écosystèmes qu'on doit régénérer. Donc en fait aujourd'hui, on doit rentrer et transiter, faire le grand écart entre l'ancien monde et le nouveau monde, et ce nouveau monde, il doit se poser sur une agriculture, on va dire le pilier de ce nouveau monde, c'est l'agriculture régénérative. J'irais même jusqu'à dire que les agriculteurs doivent venir des agents de la fonction publique, car ils ont la fonction de nourrir un peuple. Alors si on a cassé ça,
c'est-à-dire qu'on a cassé à la fois les réseaux trophiques dans une chaîne alimentaire, dans un écosystème, et les réseaux trophiques sociaux et humains. C'est ce que j'appelle. C'est-à-dire que l'agriculteur, excuse-moi, hein, mais c'est pas glamour d'être agriculteur apparemment aujourd'hui. Bien souvent, on entendait des blagues sur les agriculteurs. Mais aujourd'hui, si tu rends ce métier la plus sexy et si tu le rends plus intéressant, il y a vraiment possibilité de rentrer dans une perspective régénérative qui va réorganiser tout un système social et qui peut réimpulser une économie locale avec des métiers non délocalisables. C'est ça, créatrice d'emplois à l'agriculture régénérative et créatrice d'emplois. Ouais. En association avec les élus, avec les agriculteurs déjà en poste, avec les habitants même de toutes les communes qui peuvent mettre la main à la pâte, en plus se retrouver le week-end. Ça, moi, je le vis personnellement. C'est l'occasion de créer du lien et de souffler, même dans une période aussi compliquée que celle du Covid. Ouais. Ça permet de respirer. Ça n'a que des avantages. Les inconvénients, c'est que c'est dur, quand même. Ben, c'est dur. Si tu portes le projet tout seul, oui. Tu vois, enfin, je veux dire... Mais qui, même dans le modèle de la nature, il n'y a aucun organisme qui vit seul, à part les bactéries ou certains organismes des monocellulaires. Mais je veux dire, on est une mosaïque de compétences et on est encore trop dans l'ancien système, et c'est normal, hein, il y a un temps de transition. Et donc, des projets, des incubateurs de projets, bah, même s'ils sont à 2 ou à 3, il y a un moment, c'est le faire qui parle. Et quand on est dans la matière, qu'on est dans le faire, eh bien, on s'aperçoit que il ne s'agit pas que de planter sa graine et ça va pousser. Il s'agit de vraiment avoir une organisation sociale, collaborative, et ça passe par les collectivités locales, ça passe par les PAT, les plans d'alimentation territoriaux, ça passe par les PCS, les plans communaux de sauvegarde, ça c'est pour tout ce qui est administratif. Élus, pardon, et nous les administrés, ça passe par le tissu associatif, ça passe par toutes ces initiatives, ces incubateurs de projets. Je veux dire, tout le monde en fait est à sa place, je pense, dans l'élaboration, dans l'impulsion de ce nouveau monde, parce que il n'y a pas de nouveau monde s'il n'y a pas de crise avant. Donc en fait, la crise est plutôt une sorte de chrysalide, de cocon qui va permettre la transformation comme un papillon. Donc il y a certes des choses, oui, qui sont alarmantes aujourd'hui, mais une fois qu'on les a ingurgitées, qu'on les a digérées, qu'on les a assimilées, les solutions sont là. Il y a déjà plein de gens qui ont des solutions, dont moi, je fais partie des solutions applicables. Et donc, avec les ceintures alimentaires, mais on est vraiment voilà, moi je pense qu'on n'est pas encore touché le fond. Et ces zones d'insécurité alimentaire et civile, elles peuvent déjà, dès aujourd'hui, si on s'organise, je fais un clin d'œil à François Rouillet qui a lancé le mouvement Incroyable Comestible. Il y a plein de gens qui ont des solutions. Et si on s'allie et qu'on n'est pas en concurrence, ça se passera bien. Vraiment, je reste optimiste. Coopération et non plus compétition. Ouais. Et si tu avais, imagine là, il y avait tous les maires, mais M-A-I-R-E-S, hein, pas toutes les maires. Il y avait toutes les maires. De France, qu'est-ce que tu en train d'écouter là, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire et qu'est-ce qui serait bon de faire selon toi dans un court terme pour organiser la résilience? Dans un très court terme, tous les emplois des espaces verts, c'est-à-dire les mecs, au lieu d'aller mettre du pesticide et de tailler les arbres, eh bien, on devrait changer la description de leur emploi, former des mecs des espaces verts au maraîchage pour créer des régies agricoles, donc ça deviendrait quelque chose de public, utiliser les agriculteurs qui sont sur le territoire et qui sont en train de tirer la langue, tellement qu'ils ne font pas de fric, les employés dans les mairies qui deviennent des agriculteurs, des espaces verts. Donc tu vas changer les créations de postes et générer de la résilience alimentaire et de l'autonomie alimentaire basée sur, je veux dire, il suffit juste de changer des cases. Donc quand il n'y a pas la case, on la crée la case. Je dirais ça au maire. Vous n'avez pas la case résilience alimentaire, poste, comment est-ce qu'on s'organise, mais créer la case, créer l'emploi au sein des municipalités, des agglomérations et au sein donc, du DICRIM, c'est-à-dire qu'avoir cette résilience alimentaire dans le plan de sauvegarde d'une municipalité. Qu'est-ce que c'est que le DICRIM ? Alors, je ne suis pas la spécialiste. Là, je ne m'appelle pas Alexandre Boisson pour le coup. Je renvoie, par contre, tout le monde au contenu internet sosmer.org pour avoir la définition. C'est un décret, il me semble. Mais, c'est un document... c'est un document officiel, mais là, il faut voir... Qui permet d'inscrire dedans ce que les maires feraient en cas de crise majeure. C'est ça.
Et bien souvent, la résilience alimentaire, une crise alimentaire n'est pas inscrite. C'est un impensé. C'est ce que dit Stéphanie Nou, c'est un impensé total. La résilience alimentaire est un impensé aujourd'hui. Et c'est ce qui nous rend si vulnérables face à tous ces indicateurs qui sont en plongeon. On est en plongeon économique, on est en plongeon sociétal. Donc, de manière à amortir ce choc, eh bien, concentrons-nous sur les personnes qui sont pionnières, qui proposent des solutions, plutôt que de les catapulter, travaillons en collaboration. Et donc, à tous ces maires, ils ont des outils qui s'appellent donc des PAT et des PCS. Et les collectivités locales ont le pouvoir d'installer de la résilience alimentaire. Dès aujourd'hui, à travers les mairies, à travers les espaces verts, à travers les PAT, à travers les PCS. Et pour les incubateurs de projets, allez voir vos mairies. Et il ne s'agit plus de diviser les peuples. Il y a les administratifs, il y a les administrés, les élus. Il s'agit vraiment de, OK, nous, on est concernés, on est citoyens, on a besoin de bouffer. Les personnes sont au RSA ou au chômage, ou il n'y aura peut-être même pas de chômage pour certains. Il faut que tout le monde ait une assiette pleine. Parce que quand on a une assiette pleine, eh bien, on réduit la zone de sécurité, d'insécurité civile parce que tu n'es pas en train de survivre à essayer de nourrir ton fils ou ta fille. D'accord ? Donc, en fait, l'insécurité civile, elle est liée à l'insécurité alimentaire. Et donc, les solutions de demain vont un peu plus arriver de manière pérenne lorsque tout le monde sera avec une assiette pleine. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à changer et il faut que les collectivités territoriales et locales et collaborent, mais oui. Et je pense que c'est sincèrement possible parce que c'est aussi dans leur intérêt, hein, parce que le maire, il est entre le préfet et les citoyens. Alors effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de dissonance cognitive entre ce que veulent les maires avec les arrêtés pour déconfiner, pour maintenir l'économie à flot. Donc là, c'est un carcan administratif, un carcan politique auquel je ne veux pas participer là aujourd'hui. Mais pour le coup, moi, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va assurer notre sécurité alimentaire et notre sécurité civile. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on y arrive si on a des assiettes vides.